La personne la plus dangereuse de votre vie n'est pas celle qui crie des menaces ou porte des coups, c'est celle qui vous sourit. Chaque matin, vous interroge sur votre week-end et se souvient de votre commande de café. Pendant que vous pensez instaurer ce qui ressemble à de la confiance, elle constitue un dossier contre vous. Tandis que vous partagez vos vulnérabilités, elle répertorie vos points faibles. Et alors que vous dormez paisiblement la nuit, elle planifie votre destruction avec la patience d'un maître d'échecs et la précision d'un chirurgien. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est ni de la spéculation paranoïaque, ni une histoire romancée. Il s'agit de 5 schémas psychologiques, étayés par des décennies de recherche, affinés par la sagesse stoïcienne et validés par d'innombrables cas concrets où des personnes ordinaires ont découvert trop tard que leur plus grande menace se cachait à découvert. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signes chez quelqu'un qui vous est proche, votre survie pourrait dépendre de vos prochaines décisions. Avant d'entrer dans ces informations potentiellement salvatrices, il est crucial que vous compreniez ceci. Les données que vous allez recevoir ont été minutieusement compilées à partir d'études en psychologie criminelle, de recherches en analyse comportementale et des leçons dures apprises par ceux qui ont survécu là où d'autres ont péri. Ce n'est pas du divertissement, c'est de la préparation. Abonnez-vous dès maintenant, car une fois cette vidéo terminée, vous ne verrez plus jamais les sourires amicaux de la même façon. Le premier signe qu'une personne planifie méthodiquement votre chute est si subtil que la plupart des gens l'écartent comme une coïncidence, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Elle devient ce que j'appelle l'observateur silencieux, et son arme de prédilection n'est ni la violence ni la confrontation, mais l'information. Imaginez la scène. Vous changez votre routine matinale et décidez d'aller prendre votre café dans un autre établissement, de l'autre côté de la ville. Pendant que vous faites la queue, vous reconnaissez un visage familier. Cet interlocuteur sympathique du travail qui semble toujours sincèrement intéressé par votre vie. Il vous dit, surpris, qu'il se trouve justement dans le quartier. Vous échangez quelques mots, riez de cette coïncidence et n'y pensez plus. La semaine suivante, vous tentez une nouvelle salle de sport après le travail. Au moment de vous inscrire pour un essai, devinez qui pousse la porte. La même personne, avec le même air surpris, la même explication fortuite d'être dans le coin. À nouveau, vous trouvez cela amusant. Quelle probabilité? Non. Elle a mémorisé votre emploi du temps, étudié vos habitudes et anticipé vos déplacements. Ces rencontres fortuites ne sont en rien des accidents. Elles confirment que sa collecte de renseignements fonctionne à merveille. Prenez le cas de Christine, cadre marketing à Portland. Après la fin d'une relation tumultueuse, elle déménage à l'autre bout de la ville pour mettre de la distance avec son ex. Moins de 2 semaines plus tard, il se retrouve par hasard dans son nouveau supermarché, dans sa salle de sport, et même dans cette petite librairie où elle n'avait jamais mentionné aller. À chaque fois, il feint la surprise, engage la conversation, puis disparaît. Christine se sent d'abord flattée qu'il tienne tellement à elle pour parcourir autant de kilomètres. Elle ne comprendra que bien plus tard qu'il la suivait, apprenait ses nouvelles habitudes et s'efforçait de passer pour un ami attentionné plutôt que pour un harceleur froidement calculateur. Le philosophe stoïcien, Épictète, enseignait qu'il faut prêter attention à tout ce qui perturbe notre ordre intérieur, car ces perturbations signalent souvent des menaces extérieures que nous n'avons pas encore consciemment perçues. Lorsqu'une même personne apparaît à répétition dans des lieux inattendus, votre subconscient enregistre un schéma que votre esprit rationnel cherche à expliquer comme une coïncidence. Ce n'est pas la paranoïa, c'est votre instinct de survie qui essaie de vous protéger. L'observateur silencieux repose sur le principe que savoir, c'est pouvoir, et qu'une connaissance intime de vos habitudes, préférences et vulnérabilités lui confère un pouvoir considérable sur vous. Il ne collecte pas ces informations par intérêt sincère ou affection, mais pour dresser une carte détaillée de votre vie et s'y déplacer à votre insu.
Voici votre stratégie de défense. Traitez les coïncidences répétées comme des renseignements exploitables plutôt que comme des anecdotes amusantes. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie plus souvent que ne le laissent croire les probabilités, consignez ces rencontres, notez les dates, les lieux et ses justifications. Si un schéma se dessine, ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la surveillance. Plus important encore, résistez à l'envie de partager vos projets futurs avec ceux qui semblent dotés d'un talent inhabituel pour surgir là où vous êtes. L'observateur silencieux prospère dans la prévisibilité. Déjouez son plan en rendant vos déplacements moins prévisibles et vos intentions plus privées. Le deuxième signe d'alerte est bien plus pernicieux. Il s'attaque à ce qu'il y a de plus fondamental pour la survie humaine, vos liens sociaux. Cette personne déploie ce que j'appelle la stratégie du saboteur. Au lieu de vous confronter directement, elle détruit méthodiquement votre réputation et vous isole de votre réseau de soutien à l'aide d'une campagne d'assassinat de caractère finement orchestrée. Le saboteur exploite un principe psychologique essentiel. Les gens sont plus enclins à croire des informations négatives que positives. Et une fois qu'une impression négative est formée, il est très difficile de la corriger. Il ne colporte pas des mensonges grossiers, faciles à démentir, mais sème le doute par des insinuations subtiles, des demi-vérités et des révélations opportunes, qui vous font passer pour une personne peu fiable, peu digne de confiance ou instable. Imaginez que votre patron reçoive des renseignements anonymes sur vos prétendues mauvaises performances, remplis de détails suffisamment exacts sur vos projets pour paraître crédibles. Pendant ce temps, vos amis vous questionnent sur des propos que vous n'avez jamais tenus, des conflits que vous n'avez jamais eus, et des problèmes que vous n'avez jamais provoqués. Chaque fausse information prise isolément semble trop insignifiante pour être contestée, mais, cumulée, elles forment un brouillard de suspicion autour de vous. Cette stratégie est redoutable car elle transforme votre propre réseau social en arme contre vous. Le saboteur n'a pas besoin de vous détruire lui-même. Il convainc les autres de s'en charger pour lui. Il se présente en ami, concerné, source fiable, celui qui veille au bien commun en partageant ses observations troublantes sur votre comportement. Les recherches en psychologie sociale montrent que même lorsque des fausses informations sont ultérieurement corrigées, l'impact émotionnel persiste. C'est l'effet d'influence continue. Le saboteur exploite sans scrupule ce biais cognitif. Marc Aurèle, dans ses méditations, insistait pour s'ancrer dans les faits plutôt que dans les rumeurs, dans les preuves plutôt que dans les ouï-dis. Il savait déjà que la calomnie était une arme politique courante à son époque, tout comme elle l'est dans la sphère personnelle aujourd'hui. Son conseil ? Documentez la vérité avec rigueur et laissez vos actes démentir les calomnies. Votre défense contre la stratégie du saboteur nécessite des mesures proactives et réactives. Proactivement, conservez des traces détaillées de votre travail, de vos communications et de vos échanges. Quand des accusations surgissent, vous pourrez produire des preuves tangibles plutôt que de vous retrouver ma parole contre la leur. Créez des traces numériques pour vos conversations importantes. Sauvegardez vos emails et consignez régulièrement vos réalisations. Réactivement, résistez à l'envie de défendre chaque rumeur ou insinuation. Le saboteur cherche à vous faire paraître défensif, émotif et instable. Répondez aux accusations sérieuses avec calme, professionnalisme et documents à l'appui. Pour les commérages mineurs, le meilleur contre-argument est souvent de ne pas répondre du tout. Laissez votre comportement cohérent au fil du temps contredire le récit qu'on essaye de vous imputer. Surtout, entretenez et cultivez des relations avec des personnes qui vous connaissent suffisamment pour mettre en doute toute attaque infondée contre votre caractère. La stratégie du saboteur fonctionne mieux quand vous êtes isolé et sans alliés pour témoigner de votre véritable comportement. Le troisième signe se manifeste par la rapidité et l'intensité d'une intimité fabriquée. Cette personne adopte ce que j'appelle la façade du faux ami, utilisant une proximité émotionnelle accélérée comme outil d'extraction, plutôt que comme fondement
d'une relation authentique. Elle contourne le processus naturel de construction de la confiance en créant, dès le début, une proximité artificielle destinée à abaisser vos défenses et à encourager une vulnérabilité prématurée. Réfléchissez à la façon dont se nouent de vraies amitiés. La confiance se tisse progressivement au fil d'expériences partagées, de soutien mutuel dans les moments difficiles et de constance sur plusieurs mois ou années. Un véritable ami gagne l'accès à vos pensées privées et à vos informations sensibles par sa fiabilité et son attention. La façade du faux ami inverse ce processus naturel en offrant immédiatement un soutien émotionnel intense et des confidences, sans avoir rien fait pour mériter un tel accès. Il peut dévoiler tôt, dans la relation, des détails personnels sur ses propres difficultés, créant un faux sentiment de vulnérabilité partagée qui vous incite à faire de même. Il se rappelle avec une précision troublante tout ce que vous lui avez dit, évoquant des détails de conversations passées pour vous faire sentir entendu et valorisé. Il se pose en confident idéal, le seul à vraiment comprendre ce que vous traversez, quand les autres semblent indifférents. Mais différence cruciale entre empathie authentique et empathie simulée, la motivation. Le véritable ami écoute pour comprendre et soutenir. Le faux ami écoute pour cataloguer vos vulnérabilités, cartographier vos insécurités et repérer vos points de pression à utiliser ultérieurement. Chaque confidence devient un possible levier, chaque peur un potentiel pistolet sur la tempe. Le philosophe romain Sénèque mettait en garde contre la confiance trop hâtive, accordée au charme des étrangers. Ceux qui semblent trop beaux pour être vrais ont souvent des arrière-pensées, et ceux qui offrent leur amitié trop facilement poursuivent, généralement, des motifs cachés. Son conseil ? Laissez le temps révéler le caractère, car la vertu authentique se manifeste par la cohérence des actes, non par l'éclat des paroles. La façade du faux ami trahit souvent de subtiles incohérences que votre subconscient détecte avant votre esprit rationnel. Il retient des détails insignifiants de votre vie, tout en oubliant ce qu'un véritable ami jugerait important. Il manifeste un intérêt marqué pour des sujets qui le servent tout en restant indifférent à ceux qui comptent pour vous. Surtout, il est toujours disponible pour discuter quand il s'agit de glaner des informations et mystérieusement occupé quand vous avez besoin d'un vrai soutien. Sarah, développeuse logicielle à Austin, a vécu cette expérience avec une nouvelle collègue qui paraissait si désireuse de se lier d'amitié. Celle-ci invitait régulièrement Sarah à prendre un café, se souvenait avec un luxe de détails de ses projets, de ses soucis relationnels et de la dynamique de sa famille. Sarah se sentait chanceuse d'avoir trouvé un ami si attentif dans ce nouveau milieu. Ce n'est que plus tard qu'elle comprit que cette collègue partageait systématiquement ses informations confidentielles avec le supérieur hiérarchique, utilisant les mots de Sarah pour miner sa crédibilité et sa position dans l'entreprise. Votre défense contre la façade du faux ami consiste à ralentir délibérément le rythme de la relation, quelle que soit la naturelle apparente de cette intimité accélérée. L'amitié véritable peut attendre que la confiance se construise. L'extraction manipulatrice, non. Protégez vos informations privées. Dès les premiers stades de toute nouvelle relation, confiez-les progressivement et observez comment elles sont traitées avant de vous livrer davantage. Soyez attentif aux règles de réciprocité. Cette personne partage-t-elle des confidences aussi sensibles que les vôtres? Ou focalise-t-elle systématiquement la conversation sur votre vie? Tient-elle ses promesses et ses engagements? Ou se contente-t-elle de paroles impressionnantes sans consistance? Surtout, notez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec elle. Une amitié autant que vous énergise et vous soutient, tandis qu'une manipulation, même habile, vous laisse souvent vidé ou subtilement mal à l'aise. Le quatrième signe d'alerte se manifeste par une progression, soigneusement orchestrée, partant d'une simple mise à l'épreuve des limites pour aboutir à un comportement véritablement menaçant. Cette personne déploie ce que j'appelle l'escalade calculée, utilisant votre tolérance aux petites transgressions pour mesurer jusqu'où elle peut aller,
avant que vous n'ayez un réflexe de résistance. Chaque infraction mineure non contestée devient permission pour la suivante, un peu plus grave. Le schéma débute souvent par des comportements attribuables à de la maladresse sociale, un mauvais jugement ou un humour déplacé. Des blagues violentes, un peu trop ciblées, un baiser de coude légèrement appuyé, des apparitions impromptues chez vous ou à votre travail que l'on excuse par une spontanéité amicale. Chaque incident, pris isolément, paraît trop anodin pour justifier une confrontation. Mais, ce qui rend cette stratégie si dangereuse, c'est qu'il ne s'agit pas d'une série d'incidents indépendants, mais d'un conditionnement systématique visant à normaliser un comportement de plus en plus inapproprié, tout en testant vos limites et en observant votre seuil de tolérance. Prenez l'exemple de Léa et Adam, étudié dans la recherche en psychologie criminelle de 2016. Adam commence par un humour noir, plaisantant sur le fait d'être un tueur parfait, capable de tout se permettre. Léa se sent mal à l'aise mais laisse passer, pensant qu'il tente simplement d'être original. Ne rencontrant pas d'objection ferme, Adam passe à des menaces plus personnelles, déguisées en plaisanterie, suggérant qu'il sait où elle habite et quel est son emploi du temps. L'escalade se poursuit par des atteintes physiques, aux limites personnelles, qu'il excuse par des accidents ou des gestes amicaux. Un coup d'épaule devient une main prolongée sur son bras. Une proximité excessive se transforme en suivi jusqu'à sa voiture. Chaque montée en puissance est assez subtile pour que Léa doute d'elle-même, mais assez forte pour qu'Adam jauge sa tolérance à la phase suivante. Le point culminant survient lorsqu'elle découvre un couteau de cuisine, déposé intentionnellement sur son paillasson, accompagné d'un simple mot, « Thinking of you ». Lorsqu'elle contacte la police, on découvre qu'Adam avait testé ses mesures de sécurité, appris ses routines et adapté ses menaces en fonction de son niveau de résistance. L'ultime tentative d'effraction n'a pu aboutir que parce que Léa a enfin reconnu le schéma et pris des mesures de précaution. Le principe stoïcien, prévenu, c'est à moitié armé, s'applique pleinement à l'escalade calculée. Dès que vous discernerez que les violations de limites suivent un pattern progressif, plutôt que d'être des incidents isolés, vous pourrez interrompre l'escalade avant qu'elle ne devienne dangereuse. Marc Aurèle enseignait que les perturbations répétées doivent être traitées comme délibérées et non comme accidentelles, car ceux qui franchissent régulièrement les limites sont en train de les tester, plutôt que de les heurter par hasard. Cette vision vous fait passer d'un réflexe d'excuse à une réponse ciblée sur le schéma sous-jacent. Votre défense contre l'escalade calculée exige une tolérance zéro envers toute violation de limite, même minime. Quand quelqu'un profère une plaisanterie menaçante, réagissez comme si c'était une menace sérieuse. Quand quelqu'un vous touche sans permission, considérez-le comme une atteinte délibérée. Quand quelqu'un apparaît sans y être invité, qualifiez-le d'intrusion plutôt que de spontanéité. Documentez chaque incident, même insignifiant, car les schémas n'apparaissent que lorsqu'on les observe sur la durée. Partagez vos préoccupations avec des amis ou des membres de la famille de confiance, car l'isolement facilite l'escalade pour l'agresseur et rend plus difficile la prise de recul pour vous. Surtout, faites confiance à votre intuition lorsque le comportement de quelqu'un vous paraît anormal, même sans explication rationnelle. Votre subconscient détecte des schémas subtils que votre esprit conscient rejette parfois comme de la coïncidence ou de l'hypersensibilité. En cas d'escalade calculée, votre instinct est souvent le premier et meilleur signal d'alarme. Le cinquième et dernier signe, le plus dangereux, est aussi le plus difficile à déceler, car il se déploie sur des mois, voire des années, avec une patience sans faille et une gentillesse apparente. Cette personne devient ce que j'appelle le prédateur patient. Et elle sait que les trahisons les plus dévastatrices viennent de ceux en qui l'on a le plus confiance. Elle investit un temps et une énergie considérables pour bâtir des relations apparemment sincères, afin de vous anéantir au moment où vous serez le plus vulnérable et le moins méfiant.
Le prédateur patient fonctionne selon un principe que peu de gens acceptent. Il considère les relations comme des investissements stratégiques, à long terme, plutôt que comme des liens humains authentiques. Il peut maintenir une gentillesse, une fiabilité et un soutien irréprochable pendant des mois, voire des années, car il est motivé par le retour sur investissement à venir, plus que par une gratification immédiate. Ce qui le rend extraordinairement dangereux, c'est qu'à l'instant où il révèle ses intentions réelles, il a déjà obtenu l'accès à vos informations les plus sensibles, à vos insécurités les plus profondes et à vos connexions sociales les plus fiables. Contrairement aux autres personnalités manipulatrices, qui finissent par montrer de l'impatience, des incohérences ou une agressivité prématurée, le prédateur patient garde son masque avec une discipline remarquable. Il n'oublie jamais votre anniversaire, vous soutient dans vos épreuves, fournit exactement le type d'amitié ou de partenariat que vous valorisez. Il étudie vos préférences, vos valeurs et vos besoins pour les satisfaire, de manière convaincante, tout en recueillant des informations pour un usage futur. La trahison, lorsqu'elle survient, est souvent minutieusement synchronisée avec un moment où vous êtes au plus bas, ou avez le plus à perdre. Un changement de vie majeur, un stress particulier, une dépendance accrue à son soutien. Ce timing n'est jamais fortuit. Il est calculé pour maximiser les dégâts et réduire votre capacité à rebondir. Pensez au maître d'échecs qui sacrifie des pièces pour se positionner en vue d'un échec et mat. Le prédateur patient sacrifie temps, énergie et ressources pour préparer un coup dévastateur qui justifie tout son investissement. Il peut attendre que vous lanciez une nouvelle entreprise pour saper votre réputation professionnelle, que vous prépariez votre mariage pour révéler un secret qui détruira votre relation, ou que vous traversiez une crise familiale pour se retirer et vous attaquer quand vous serez le plus faible. Épictète rappelait que les plus grandes menaces viennent souvent de sources que l'on soupçonne le moins, car nous avons tendance à nous focaliser sur les dangers évidents, tout en négligeant les plus subtils. Il conseillait de cultiver la vigilance, même envers ceux qui paraissent totalement dignes de confiance, non par paranoïa, mais par sagesse pratique. Le défi face aux prédateurs patients est que les comportements normaux de construction de relations deviennent suspects sous cet éclairage. Comment distinguer entre une amitié véritable à long terme et une manipulation calculée? Comment maintenir des relations saines tout en vous protégeant de ceux qui veulent exploiter votre confiance? Manipulation, suivant des schémas distincts sur la durée, même si elles paraissent similaires à première vue. Les vrais amis soutiennent votre indépendance et encouragent votre épanouissement, même si cela ne leur profite pas directement. Les prédateurs patients encouragent subtilement la dépendance et l'isolement, se rendant indispensables tout en affaiblissant vos autres soutiens. Les amis sincères respectent vos limites et votre vie privée, ne partageant des informations personnelles que lorsqu'elles sont pertinentes et utiles. Les prédateurs patients extraient progressivement des informations complètes sur votre vie, tout en livrant des détails soigneusement sélectionnés sur la leur. Les vrais amis manifestent un caractère cohérent dans diverses situations et avec différentes personnes. Les prédateurs patients gardent principalement leur masque avec vous et adoptent d'autres visages en d'autres contextes. Votre stratégie de défense exige ce que j'appelle la gestion stratégique de la confiance. Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tout le monde, mais de maintenir des limites saines et un réseau de soutien diversifié. Quelle que soit la confiance que vous accordez à une personne, ne mettez pas tous vos œufs émotionnels, financiers ou sociaux dans le même panier, même si ce panier semble des plus fiables. Répartissez les informations importantes entre plusieurs relations de confiance, plutôt que de tout confier à une seule personne. Conservez des amitiés et des relations professionnelles indépendantes, qui ne dépendent d'aucun soutien ou approbation unique. Surtout, préservez votre capacité de jugement et votre indépendance décisionnelle, même dans les liens les plus intimes. Observez comment les prédateurs patients
réagissent lorsque vous appliquez ces limites saines. Les amis véritables respectent votre besoin d'indépendance et de diversité relationnelle, tandis que les prédateurs manifestent une subtile rancœur ou vous mettant la pression si vous ne faites pas d'eux votre principal soutien, conseiller ou compagnon. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes d'alerte, laissez-moi vous proposer une trousse à outils complète pour conserver votre vigilance sans sacrifier votre capacité à nouer de vraies relations. L'objectif n'est pas de devenir paranoïaque ou isolé, mais de développer ce que les stoïciens appelaient le discernement prudent. Commencez à tenir ce que j'appelle un journal des schémas. Il ne s'agit pas de consigner chaque interaction sociale, mais de noter les situations qui vous mettent mal à l'aise, vous troublent ou vous donnent le sentiment d'être manipulé, même si vous ne pouvez pas l'expliquer immédiatement. Les schémas dangereux n'apparaissent souvent qu'à la rétrospective, quand on examine plusieurs incidents ensemble, lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie et montre un intérêt exceptionnel à nouer rapidement une relation proche. Appliquez ce que j'appelle le test du temps. Le caractère authentique se révèle à travers une constance sur la durée, tandis que la manipulation se manifeste souvent par une impatience quand la relation n'évolue pas aussi vite qu'elle le souhaite. Développez un réseau de conseillers de confiance, capables de repérer des changements dans votre comportement ou vos circonstances que vous pourriez ne pas voir vous-même. Parfois, nous sommes trop impliqués pour garder une vue d'ensemble, et un regard extérieur met en évidence des schémas qui nous échappent. Pratiquez ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum, ou visualisation négative. Il ne s'agit pas d'attendre le pire de tout le monde, mais de vous entraîner mentalement à réagir si quelqu'un en qui vous avez confiance venait à vous trahir. Avoir un plan réduit. Le choc et la paralysie, qui accompagnent souvent la trahison, vous permettant d'agir plus efficacement lorsqu'il le faut. Surtout, maintenez ce que j'appelle la diversité relationnelle. Ne laissez jamais une seule personne devenir votre unique source de soutien émotionnel, social, professionnel ou pratique. Ceux qui veulent vous contrôler ou vous détruire commencent souvent par se rendre indispensables, puis retirent leur soutien au moment où vous en avez le plus besoin. Les anciens stoïciens savaient déjà, et la psychologie moderne le confirme. Notre survie dépend plus de notre capacité à repérer les menaces que de notre capacité à les affronter directement. Les personnes les plus dangereuses évitent la confrontation frontale, préférant la manipulation, la tromperie et l'ingénierie sociale pour atteindre leurs objectifs. Votre meilleure défense consiste à développer la sagesse de voir à travers leurs stratégies avant qu'elles ne se concrétisent. Ces 5 signes ne sont pas de simples concepts académiques ou des possibilités théoriques. Ce sont des schémas réels utilisés par de vraies personnes qui considèrent votre destruction comme un coût acceptable pour atteindre leurs objectifs. L'observateur silencieux, le saboteur, le faux ami, l'escalade calculée et le prédateur patient sont présents dans votre univers, peut-être dans votre cercle social, peut-être même au sein de votre famille ou de votre lieu de travail. Mais la connaissance est pouvoir, et vous détenez désormais une information que la plupart de leurs futures victimes ignorent. Vous comprenez leurs stratégies, reconnaissez leurs schémas et savez comment vous défendre sans sombrer dans la paranoïa ou l'isolement. Vous pouvez nouer de vraies relations tout en vous protégeant de ceux qui chercheraient à exploiter votre confiance. Votre instinct existe pour une raison, affiné par des millions d'années d'évolution pour détecter des menaces que votre esprit conscient pourrait manquer. Quand quelque chose vous paraît anormal dans le comportement de quelqu'un, même sans explication logique, écoutez ce sentiment. Ce n'est pas de la paranoïa s'il prépare quelque chose. Ce n'est pas de l'hypersensibilité s'il teste vos limites. Ce n'est pas une coïncidence s'il vous surveille réellement. Sauvegardez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui vous sont chers. Regardez la prochaine vidéo sur les narcissiques cachés, qui approfondira ces concepts avec des tactiques et des défenses encore plus spécifiques. Mais surtout, faites-vous suffisamment confiance pour agir en fonction de ce que vous avez appris aujourd'hui. La personne la plus dangereuse de votre vie
Peut-être quelqu'un que vous considérez comme un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a passé des mois ou des années à gagner cette confiance spécifiquement pour s'en servir contre vous. Mais maintenant, vous savez quoi repérer. Maintenant, vous savez comment vous protéger. Et maintenant, vous avez la sagesse de survivre à ce que d'autres n'ont pas vu venir. Le mal se dévoile rarement avec une musique dramatique et des méchants évidents. Plus souvent, il se part de tout ce que vous auriez aimé pouvoir croire, se glisse sous les traits de tout ce que vous espériez trouver en une autre personne. Mais vous n'êtes plus vulnérable à cette forme de tromperie. Vous êtes préparé, vigilant et protégé par une connaissance qui pourrait vous sauver la vie.